Chers amis, j'aimerais vous rappeler que vous avez de la chance, nous tous, nous avons de la chance d'avoir un enseignant qui nous donne des instructions sur les méthodes très pratiques du Bouddha, de nous aider à devenir une personne émancipée, totalement libre et plein de compassion. Et cet enseignement, on appelle dans le bouddhisme le Tripitaka. C'est toute une corbeille, des milliers de livres sur les textes donnés par le Bouddha, des milliers de livres sur les enseignements, les discours du Dharma très formidables, et aussi une autre corbeille sur les règles, les codes monastiques, les codes pour devenir une meilleure personne comme laïque, comme une meilleure personne comme moine ou moniane. Et tous ces codes-là, mais notre maître Thich Nhat Hanh a la capacité de le faire d'une façon très simple. Et si j'ai des conseils à vous donner, parce que notre maître a écrit plus de 100 livres, et on ne sait pas, on est dans l'embarras de choix. Et les 3 livres essentiels que j'aimerais que vous tenez. Anne Michen a fait un coffret où là il y a 3 livres. Le premier c'est la respiration essentielle. Dans le coffret il y a la respiration essentielle. C'est 16 méthodes de vous aider de la place d'un débutant, d'une débutante, et vous arrivez à une personne totalement émancipée, libérée. 16 méthodes de respirer. Et le deuxième livre est appelé l'enseignement sur l'amour. L'enseignement sur l'amour est très profond. Aujourd'hui, je vais faire un petit extrait pour résoudre des difficultés dans notre monde, un petit peu. Et le troisième livre, c'est Transformation et guérison. Et il a écrit d'une façon très simple et très profonde et très facile pour les non-bouddhistes. Il n'y a pas beaucoup de termes bouddhiques. S'il a cité quelques noms pour être vraiment des documents, de vrais documents sérieux, le nom de ce maître bouddhique, ce nom et l'autre nom, quelques noms seulement. La majorité, c'est le simple français. Donc vous pouvez comprendre tout de suite. Et donc, maintenant, je vais commencer parce que la Sangha a demandé chaque semaine, il y a de nouveaux arrivés. Et il faut que nous partageons les méthodes très simples. Hier, ma sœur a parlé les 3 premières, les quatre premiers exercices pour inspirer, expirer. Parce que c'est vrai, moi aussi, j'ai lu des livres formidables du Bouddha, enseignements sur Hoa Nghiêm, c'est-à-dire de l'interdépendance liée, la non-dualité. C'est très beau, mais je n'arrive pas. Comme si sur la montagne, il y a de belles fleurs, formidables, forêts, plein de fleurs, de plantes formidables, mais je ne peux pas monter. Et le jour où Thay a découvert la respiration essentielle, 16 méthodes, de passer d'un débutant jusqu'à une personne libérée, il a dit, comme j'ai découvert un grand trésor. Malheureusement, c'est un texte du Theravada, c'est-à-dire, on appelle le bouddhisme primitif. Mais les gens qui suivent le Mahayana bouddhisme, qui dit qu'on pratique avec une grande véhicule, on sauve soi-même et on sauve tout le monde. Et on a besoin d'une grande véhicule. Et les gens avec les robes oranges, ce sont des petites véhicules, ils ne sauvent qu'eux-mêmes. Et pourtant,
sans sauver soi-même, comment on peut sauver le monde? Si on est une boule de feu, comment on peut sauver le monde? Si on est une personne pleine de colère, comment on peut sauver le monde? Donc, l'enseignement commence par des choses très simples. Et tout le long de cette semaine, vous allez apprendre. Mais je répète, hier, Sœur Thoại Nghiêm a dit, parce que nous sommes restés ici, vous êtes en train de respirer depuis l'entrée de la salle ou avant, sans respirer, comment vous pouvez survivre? Et pourtant, vous ne faites pas attention que, je suis en train d'inspirer ou expirer. Maintenant, vous êtes en train d'inspirer ou expirer? Voilà. Donc, le premier exercice, je suis conscient que je suis en train d'inspirer et d'expirer. Je ne vis pas dans l'inconscience, c'est-à-dire... Et la respiration, c'est comme un lien qui lie le corps et l'esprit. Et l'esprit vagabonde partout, dans le jugement, dans les nouvelles, les informations, dans l'irritation avec sa petite sœur la semaine dernière. Il y a plein de choses qui nous rendent dispersés. Et la respiration, c'est pour vous ramener au moment présent et pour être en contact avec vous-même, avec le corps, avec cet esprit, avec ce moment présent, et on peut voir les choses d'une façon plus profonde. Et donc, le premier exercice, j'inspire, je sais que je suis en train d'inspirer, j'expire, je sais que je suis en train d'expirer. Et il nous aide à nous entraîner à parler de cette manière et de pratiquer de cette manière. Deuxième exercice. Maintenant, ce n'est plus la reconnaissance qu'on est en train d'expirer ou expirer, mais de suivre, laisser notre esprit bien fixé sur l'air qui entre et l'air qui sort. Donc votre esprit est totalement avec l'air qui entre et l'air qui sort. Totalement avec l'air qui entre et l'air qui sort. Vous invitez une cloche pour que les gens puissent essayer. Mon attention est totalement avec l'air qui entre en moi, l'air qui sort. Et seulement ce deuxième exercice, cela peut vous mener assez loin dans la pratique. Parce que, en suivant votre inspiration, expiration, vous pouvez rester assise comme ça, suivant notre inspiration et expiration, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Mais parfois, votre corps n'est pas fait pour rester immobile 1 heure, 2 heures. Il y a des maîtres bouddhistes qui pour vous éduquer à être plus concentré, ils vous demandent de commencer par 45 minutes et puis 3 jours après 1 heure et puis 1 semaine après 1 heure et demie et notre corps bouge. Ça ne peut pas rester immobile comme ça pour longtemps. C'est pourquoi vous pouvez commencer à bouger en marchant. Alors vous vous levez et vous marchez. J'inspire, je fais 2 pas. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Votre esprit est totalement avec l'air qui entre et qui sort. Plus une autre attention, c'est le contact de vos souliers avec le sol. J'inspire, j'inspire. Mon esprit reste avec l'air qui entre, mais aussi une petite attention
aux souliers qui touchent le sol. J'inspire, j'inspire. Et pour être normal avec tout le monde, parce que si on commence à marcher trop lentement, les gens pensent qu'on est malade. Donc il vaut mieux de marcher comme les autres. J'inspire, 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 j'expire. Mais ne pas laisser votre esprit aller loin. Et donc, vous commencez à cultiver la concentration. Pourquoi faire? La concentration, c'est pour vous aider à voir en profondeur, plus profond. Je me suis rappelé que dans le passé, j'étais assez fort en maths et je peux mâcher le chewing-gum, écouter la musique et faire mes problèmes de maths facilement. Mais si c'est un problème de maths très difficile, éteindre la radio. En mon temps, il n'y a pas de télévision. Éteindre la radio, pas de chewing-gum. Je reviens concentré et je trouve la solution. Et dans la vie, nous avons beaucoup de difficultés à trouver une solution pour nous en sortir. Et la méthode est là pour vous. Vous faites des méditations marchées. Et vous faites la méditation assise. Et vous faites la méditation marchée. Et si vous devez faire autre chose, parce que votre vie n'est pas seulement pour cela, vous devez conduire la voiture au travail, ou vous devez prendre l'autocar ou le train. Donc, dans tout ce temps-là, vous suivez votre inspiration et expiration, plus concentré. Et puis, le troisième exercice, hier, Sœur Troignem a dit, parce que pour commencer, je dois répéter pour avoir la continuation. Troisième exercice, comme on est déjà conscient de ce qu'on est en train de marcher, troisième exercice est conscient de tout le corps. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Mon cœur est un peu agité à cause d'une nouvelle que j'ai reçue ce matin, pas tellement agréable. Alors je reviens à mon souffle. Je suis conscient de tout mon corps et mon cœur est agité. Donc, pour le troisième exercice, c'est conscient de tout notre corps. Quatrième exercice, c'est calmer tout le corps. Je calme ma tête, je calme mon visage, je calme mon cœur, je calme toutes les parties de mon corps. Voilà, c'est le quatrième exercice. Aujourd'hui, je vais vous partager le cinquième exercice, 6, 7, 8. La prochaine fois, un autre frère va partager. Mais pour le moment, ça suffit pour les exercices numéro 5. Numéro 5, 6, c'est plutôt le numéro 6 qui est important. Le numéro 7 qui est important. Si on a une agitation, une peur, ou une colère, ou une irritation dans notre cœur, le Bouddha a dit, il ne faut pas commencer à faire face à cette colère tout de suite. Il faut toucher ce qui est positif en nous. Donc, cinquième exercice, c'est toucher ce qui est positif. Chaque matin à mon réveil, je suis heureuse, conscient de mes bons yeux. Je suis heureuse, conscient de ma santé. Je suis heureuse, car j'ai bien appris à regarder plus profondément de mon mieux. Donc, il faut toucher ce qui est positif. Cinquièmement, c'est pour toucher ce qui est positif, joyeux. Dans le bouddhisme, on a distingué entre joie et bonheur. Joie, c'est hi. Hi, c'est-à-dire, on sent joyeux, même pas. Et souvent, les maîtres ont dit que quand vous partez dans un oasis non, pas dans le désert, il n'y a pas d'eau du tout, on a soif, on a dit, quand est-ce on aura de l'eau? Tout l'eau qu'on a apportée est terminée. Mais quand vous avez vu un oasis avec beaucoup d'arbres,
sûr, s'il y a des arbres qui poussent, il y aura de l'eau. Et donc, ça, c'est la joie. Mais la joie, on n'a pas encore goûté. Et il faut arriver, marcher environ un quart d'heure pour arriver à l'oasis et certainement, on va trouver quelque chose pour boire. Et ça, quand on a goûté de l'eau, ça, c'est le bonheur. La joie et le bonheur. Donc, un pratiquant, une pratiquante doit pratiquer la joie, toucher ce qui est positif et le bonheur. Et après ça, la joie, c'est le 5e exercice. Le 6e, toucher le bonheur, ce qui est formidable dans notre vie. Et puis le 7e, faire face à la difficulté. Faire face. Et comment trouver des moyens pour calmer les difficultés. Et dans la vie, il y a beaucoup de difficultés à résoudre. Les enfants ont leurs petites difficultés, les ados ont leurs difficultés, les personnes, les adultes, les personnes plus âgées, plus mûres, ont aussi leurs propres difficultés. Mais la grande difficulté, pour moi, on peut résoudre facilement, c'est la perception. Perception, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit de nous. La colère est un état d'esprit. La peur est un état d'esprit. L'amour, la violence, la compréhension, tout ça, on a 51 états d'esprit. Et l'état d'esprit qui est pour nous et pour tous les maîtres, c'est le point crucial de notre malheur ou de notre bonheur. C'est la perception. Perception, c'est un état mental où vous avez dans votre tête une notion sur quelque chose. Et cette notion, d'où vient cette notion dans votre tête? Ça vient des datas, des informations que vous avez reçues quand vous étiez petit enfant, quand vous avez grandi, vous avez entendu la presse, les personnes adultes, les personnes fiables qui ont parlé de ça. Et ça rentre votre conscience profonde, la partie profonde en vous. Dans l'Occident, on appelle l'inconscient. Mais dans le bouddhisme, on appelle la conscience des tréfonds, c'est-à-dire la partie très profonde en nous. Et dans cette conscience des tréfonds, c'est comme un magasin de toutes les expériences vécues de vos ancêtres, on peut dire des vies intérieures de vous, vie intérieure peut-être de grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Et aussi des expériences que vous avez reçues quand vous étiez conçu dans le ventre de maman. Maman, en ce temps-là, a une incertitude, une peur. Et la petite est née avec beaucoup de peur, ou bien il y a beaucoup de luttes internes dans le cœur, dans le sentiment de maman. La petite ne peut pas résoudre. Et quand elle est née, elle a beaucoup d'allergies. Il y a plein de... On ne sait pas pourquoi. C'est pas bien en paix, paisible dans le cœur de maman ou de papa. Donc, toutes les expériences vécues, et on a reçu des informations, ceci, cela. C'est pourquoi je reviens plus tard quand je parlerai un peu plus longuement sur l'amour. Mais pour un terroriste, il est né dans des pays arabes, il a aimé son mosquée, il aimait leurs parents, leur religion, leur culture. Et puis on a dit qu'en Occident, on est discriminatoire, on n'aime pas le musulman, on n'est pas gentil avec les gens qui sont musulmans, comme M. Trump triomphe aux États-Unis, on ne veut pas les musulmans aux États-Unis, des choses comme ça. Ils ont entendu toutes ces nouvelles et ça entre dans la conscience profonde. Et pour eux, ils ont été enseignés que
le meilleur, le suprême, parfait, ce qui est merveilleux, parfait, suprêmement parfait, c'est Allah, c'est Dieu. Et si tu prends une bombe et tu tues le plus possible tous ces diables occidentaux, après l'explosion de ton corps, tu iras directement à Allah. Et ils ont cru. Je suis allée au Palestine, j'ai entendu, j'ai vu des jeunes hommes très gentils, mais ils pensent de cette manière, parce qu'ils ont reçu trop d'informations. En les dire, tout est laid dans le monde occidental. C'est pourquoi il y a toujours des volontaires qui font des bêtises, parce que pour nous, c'est des bêtises, mais pour eux, c'est une perception qu'il ira directement voir Allah après avoir explosé notre cœur. Mais de notre côté, en Occident, il y a beaucoup de liberté. C'est pourquoi je me suis rappelé le jour où il y a le 11 septembre aux États-Unis, les tours, les maisons ont été explosées. Il y a beaucoup d'amis de nous. Normalement, ils sont des gens très corrects, comme vous, tout le monde. Mais plusieurs d'entre eux ont dit, « Do you believe on demon ?» Est-ce que vous croyez au diable? Je dis, pourquoi? Mais ce sont les diables qui ont fait tout ce travail terrible. Mais c'est vrai, pour un cœur d'une personne honnête, née aux États-Unis, avec beaucoup de conditions, de tout ça, ils pensent que... Mais Thay a proposé, ici, on pense qu'on est bien, mais peut-être la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis des pays arabes a des malentendus, des maladresses qui ont causé beaucoup de malentendus. Et l'important, ce n'est pas d'exploser notre colère, mais d'envoyer des messages. Le président peut envoyer des messages à tous les ambassadeurs de tous les pays du monde pour dire que nous avons fait tout notre mieux pour pouvoir communiquer avec les amis, et on est dans les Nations Unies, on veut communiquer, mais peut-être il y a des maladresses de notre part qui rendent que vous pensez que nous sommes des démons. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un peuple. Vous savez, j'ai vu un reportage. Les enfants nés dans cette période ont tous le prénom Oussama. Oussama, c'est le nom de Bin Laden, le prénom de Bin Laden. Parce que pour eux, c'est un héros. Et donc, c'est la perception erronée. De notre côté, ce sont des diables. De l'autre côté, nous sommes des diables. Et eux, ils sont les gens du côté de Dieu. Voilà. Et donc, dans la vie, dans votre vie de couple aussi, parfois, un couple séparé, et vous pensez que l'autre, c'est vraiment méchant, il fait tout ça. Mais de l'autre côté, je me suis rappelé qu'il y a un monsieur, il y a 2 enfants, 2 fils, une fille, et la fille a à peine 3 mois, il s'enfuit de la maison, il quitte la maison, sa femme, les enfants, et il est très triste, et sa vie n'a pas de sens, mais il a quitté la maison, et puis il est venu au village des Pruniers pour une consultation. Il a demandé, sœur, comment je peux contacter mes enfants, parce que ma femme m'a défendu de voir les enfants. Les enfants, et j'ai demandé quel est l'âge de vos enfants? 7 ans, 9 ans et 3 mois. Et j'ai dit, et pourquoi vous avez fait un divorce? Non, I run away, c'est-à-dire je m'enfuis, parce que vous savez, c'est impossible. Elle m'a corrigé toujours, respecté. Tu m'as mariée depuis 14 ans et tu ne sais pas changer les couches d'une bébé, et tu ne sais pas faire cela, tu ne sais pas faire cela. Et tout le temps, elle se plaint. Je dois protéger ma tête, je dois protéger
mon calme, sinon je n'arrive pas à travailler. Donc, de ce côté, et sa femme a dit, maman, il m'a quitté, 2 enfants, 3 enfants, et le plus jeune a seulement 3 mois. Impossible de comprendre. Voilà, de ce côté, impossible. Et lui, il sent qu'il doit protéger lui-même à cause de ses plaintes, ses critiques, ses irritations pas raisonnables du tout. Et donc, la pratique, c'est de... Premièrement, je vous demande, je vous sollicite, je vous prie, si jamais vous êtes en colère, il ne faut pas montrer votre visage vilain. Devant n'importe qui, ni à votre femme, ni à votre mari, ni à votre fils, à votre fille. Revenez à votre souffle. Quand je suis allée au Vietnam, tout le monde a voulu prendre une photo avec moi. J'ai dit, une seule condition. Promettez-moi. Quand vous êtes en colère, il ne faut pas montrer votre visage vilain aux gens. Revenir à votre souffle, faire une marche méditative. Je me calme. Je souris. Je relâche. Je souris, je me calme. In, out. Deep, slow. Donc, vous avez des petits poèmes pour vous calmer et vous inventez vos propres poèmes pour vous calmer. Pourquoi? Parce que dans votre conscience profonde, si vous avez choisi ce monsieur-là ou cette dame-là, c'est que vous avez peint une image de lui qui n'est pas lui encore, une image d'elle qui n'est pas elle encore. Vous avez perçu 20%. Et le Bouddha a bien dit que quand vous avez une perception, la perception est toujours erronée. La perception est toujours erronée. Vous n'êtes pas encore éveillé, vous n'avez pas la vision profonde parce que votre cœur est toujours, votre esprit est toujours agité à penser à ceci, penser à cela. Vous êtes totalement dispersé tout le long de la journée. Parfois, vous regardez quelqu'un, mais vous voyez aussi elle et avec une vingtaine d'autres choses. Et donc, ce que vous avez vu devant vous, ce n'est pas totalement la réalité de cette personne. C'est seulement 20% de cette personne. Et le Bouddha a dit que c'est comme vous êtes aveugle, parce que pas encore eu la vision profonde. Donc, on est comme un aveugle qui touche un éléphant. Et vous avez touché 2 pattes de l'éléphant, vous dites, oh, je suis sûre, c'est l'éléphant. Elle est comme 2 colonnes, très solides. Et une autre personne a touché les oreilles de l'éléphant et a dit, qu'est-ce que tu dis? L'éléphant est plat. J'ai vu que c'est bien plat, hein, épais, souple. C'est comme l'oreille de l'éléphant. Une autre personne a touché les défenses de l'éléphant. Dites, souple, colonne verte, comme une colonne, c'est pas vrai. C'est dur, c'est un peu pointu, les défenses de l'éléphant. Une autre personne a touché la queue de l'éléphant. Non, c'est comme un balai. Et tout le monde est juste, mais partiellement juste. 5%. Et donc vous êtes tombé amoureux par la queue de l'éléphant. Ou par les oreilles de l'éléphant, ou par les pattes de l'éléphant. Vous avez montré votre bien-aimé à toute la famille. Et puis, la grande sœur a donné un commentaire, c'est comme l'oreille de l'éléphant. Je ne pense pas qu'elle est correcte. Et puis, un frère a touché à la queue de l'éléphant. Oh, tu penses? Il est comme ça? Non. Et d'autres personnes ont dit, il est paresseux. Il est, toutes sortes d'adjectifs qualificatifs. D'après le coin de vision qu'ils ont approché.
aimer quelqu'un, c'est écouter profondément l'autre pour savoir ce qui est très profond en lui, ce qui est profond en elle. Mais aimer, ce n'est pas imposer. Bon, si tu me maries, pas de tennis, pas de aller au temple, pas aller au village éprugné, pas ceci, pas cela. Ça n'aide pas. Il faut essayer de comprendre pourquoi tu as tellement aimé aller au village éprugné. Pourquoi il y a un monsieur qui a beaucoup aimé passer ses vacances aux plages, à la mer. Mais il est un homme formidable qui toujours essayait de plaire à sa femme. Et sa femme n'a jamais voulu aller à la plage. Toutes ses vacances, c'est dans les montagnes, on loue un chalet et on vit dans la famille d'une façon, tout ça. Jusqu'à la mort de ce monsieur, elle a découvert dans sa chambre beaucoup de beaux livres de couleurs qui illustrent la mer et les cheveux des personnes qui flottent dans le vent et des atmosphères formidables de la mer. Et ce monsieur a tellement allé passer ses vacances en mer, mais elle n'a jamais accepté jusqu'à sa mort. Donc, il faut demander de temps en temps à votre bien-aimé, je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes aussi, mais je ne sais pas, j'ai tout compris, tes aspirations les plus profondes. Il faut demander. Il y a un mathématicien qui aime faire beaucoup les poèmes, mais il a écrit des poèmes, personne ne s'intéresse, et il a un grand diplôme, un doctorat, et beaucoup de jeunes filles très jolies sont venues, et sa maman a choisi tout ça, mais il n'a aimé personne. Jusqu'au jour où il a rencontré une jeune fille qui n'est pas jolie du tout, mais et sa maman demandait, fils, pourquoi cette fille est très jolie, aristocrate de grande famille, elle a aussi un diplôme comme il faut, et pourquoi tu n'as pas aimé, tu n'as pas accepté demander sa main? Mais tu as l'air approcher cette fille qui est un peu, pas trop grand, tout petit, short. Elle a les yeux, les cheveux, la peau foncée, c'est pas très joli comme la soie, comme les autres jeunes filles. Le mathématicien a dit, maman, parce qu'il a compris mes poèmes. Parce que quand il a des moments très profonds, il exprime dans sa poésie, personne ne s'intéresse. Mais cette fille a écouté, qu'il a expliqué pourquoi il a écrit ce poème, et elle est très émue qu'un âme de cœur est avec lui. Mais quand même, s'il la marie, il va épouser cette fille, il a épousé seulement 20%. Il faut être pratique. Il y a un couple qui a vécu 30 ans ensemble. Et je les ai connus et j'ai beaucoup admiré. Le monsieur est un grand savant qui a fait beaucoup de découvertes. Sa femme a enseigné, très correct professeur. À côté de ce travail, elle a fait beaucoup de travail caritatif pour aider les sans-abri, pour aider les enfants qui ont faim. Mais après 30 ans de vie comme un couple formidable, vu de l'extérieur, un jour il est rentré après les vacances avec un groupe d'amis de 3 ou 4 jours. Il a dit, malheureusement, tu as gâché ma vie avec sa femme. J'ai trouvé quelqu'un que j'ai aimé. 30 ans. Elle a aimé 80% de lui,
mais ces 20%-là, peut-être, c'est le côté gamin, adolescent, d'un garçon qui aime jouer le scooter. Et cette dame qu'il a rencontrée a touché ces points-là. Et il a dit, oh, je sens si joyeux avec elle. Même, elle n'est pas une jeune demoiselle, elle est aussi à presque son âge, mais elle est aussi divorcée, elle a 3 enfants, elle n'est pas jolie. Pas jolie pour moi, pas jolie que sa femme. Et pourtant, elle, oh, tu as gâché ma vie. Il a dit à sa femme, tu as gâché ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui a touché très profondément ce que j'aime. Et ce qu'il aime, c'est jouer du scooter. Un professeur d'université qui a fait beaucoup de découvertes aime jouer le scooter et faire des choses un peu foufou. Et voilà. Mais souvent, il y a des cas comme ça. Et il y a aussi des couples qui se plaignent avec moi. J'ai vécu 15 ans avec mon mari, mais il n'y a pas de l'amour. C'est de la gentillesse, mais ce n'est pas l'amour. Et maintenant, j'ai trouvé mon amour. Et elle a rencontré quelqu'un qui est formidable, elle est follement amoureuse de lui. Et elle a dit, je vais quitter mon mari. J'ai dit, il ne faut pas faire cette bêtise. Mais en ce temps-là, je ne sais pas expliquer comment. Maintenant, j'ai essayé de toutes ces leçons-là, j'ai essayé de partager pour vous maintenant, mais en ce temps-là, je ne savais pas. Je dis, il faut faire attention parce qu'il y a des points que vous aimez de lui. Il est toujours quelqu'un qui est là quand vous êtes en difficulté, toujours qui a aidé à vous soutenir ceci, à vous soutenir là. Et tel homme est formidable et vous étiez amoureuse. Mais peut-être avec le temps, on ne sait pas, parce que votre amour avec l'autre est seulement une petite plante. Et il faut que plante grandisse ou que la plante soit morte. Ça dépend de nous. Il faut arroser le bon fertilisant. Il faut donner les soins suffisants. Par exemple, les orchidées, vous pensez que vous versez beaucoup d'eau, ça apporte beaucoup de choses à l'orchidée. Mais l'orchidée n'a pas beaucoup besoin d'eau. Elle a besoin de l'atmosphère humide. Donc, si vous pulvérisez beaucoup de l'eau, donc pulvérisation, ça aide les orchidées, mais pas. Et votre amour, c'est la même chose. Lui, elle, il faut, si vous ne savez pas, il faut poser. Est-ce que j'étais compris suffisamment? Donc, il faut poser de temps en temps. Par exemple, quand on est un petit garçon, et dans la famille très agitée, il y a une jeune cousine, petite cousine de maman, très fraîche, avec les longs cheveux, le visage, la peau un peu pâle, n'est pas rose comme les autres jeunes filles, elle est un peu pâle, timide, et elle parle doucement, doucement, gentiment. Et dans le cœur du petit garçon de 3 ou 4 ans, a une image très tendre d'une jeune fille avec les cheveux longs, le visage pâle et parlant doucement. Et à quelques moments après, elle est allée à l'école. Il a beaucoup apprécié cette institutrice au lieu d'autres institutrices. Cette institutrice a une jupe longue, blanche, et les cheveux blonds et qui part tout doucement. Donc, c'est un autre critère numéro 2. Et puis, quand elle fait quelque chose, une autre personne, quand il est malade, par exemple, et le petit garçon a un froid terrible, et sa maman est venue, oh mon pauvre chéri, elle a mis sa main sur la tête du petit garçon. Il a dit, mon pauvre chéri, tu as froid? Attendez, je vais faire un bon soupe de riz avec beaucoup de champignons et du gingembre et du coriandre et puis du poivre et très chaud et tu vas manger un bon de soupe de riz comme ça.
ça te donne beaucoup de force et tu seras guéri sans besoin de médicaments. Et elle l'a fait et ça marche. Et ça, c'est beaucoup de cas des familles asiatiques. Au Vietnam, nous avons toujours des soupes de riz quand on a froid. Bon, le petit garçon est très content de cela. Et puis, à l'âge d'aimer, il a vu, parmi plusieurs personnes qui ont visité, quelqu'un. Elle a rencontré parmi les jeunes filles qu'il a rencontrées, celle qui est la peau un peu pâle, avec les cheveux longs et la façon de s'habiller très similaire, mais il a oublié. Mais c'est dans la conscience profonde. Le critère numéro 1, cheveux longs. Critère numéro 2, un peu pâle. Critère numéro 3, une jupe blanche. Critère numéro 4, etc. Mais quand on est tombé amoureux, on est tombé amoureux 1, 2, 7, 8, 10. L'autre personne n'a pas le numéro 2, numéro 4, numéro 6, on n'a pas. Mais quand vous êtes tombé amoureux, ça c'est la personne que j'ai attendue toute ma vie. Oui. Et quand vous êtes malade, bon, elle a aussi les cheveux longs, elle a aussi la robe blanche, elle a aussi ses façons de marcher. Mais ce jour-là, le couple est parti pour un pique-nique. Et soudain, il y a un coup de froid très grand. Là, je me sens pas bien. J'ai un coup de froid. Peut-être on va rentrer. Et là, tant qu'il a dit, bon, on va rentrer, je vais faire une bonne soupe pour toi. Parce que ça, c'est sa façon de recueillir les propos de maman. Mais il ne se fait pas aperçu. Mais elle a dit, ne t'en faites pas, prends Tylenol, Doliprane, c'est très bien. 500 grammes, ça suffit. Ça te rend très fort. Et on continue le voyage. On ne se sent pas heureux du tout. Mais dans ce cas, il est choqué une fois et il attend numéro 7. Elle s'est comportée à sa façon numéro B, qui n'est pas du tout comme Doliprane au lieu de la soupe chaude. Et chaque fois que il a rencontré des surprises inattendues, pas agréables, jusqu'au moment où il a dit, bon, on accepte parce qu'on a vécu ensemble, on vit dans OK, comme cette dame qui a vécu 30 ans, et comme l'autre couple qui a vécu jusqu'à 15 ans, je n'ai pas d'amour. Si, vous avez de l'amour, mais vous ne savez pas arroser, vous ne savez pas. Il faut demander pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela, pour mieux comprendre. Et on n'a pas posé la question, c'est pourquoi, jusqu'au jour où on rencontre un autre homme ou une autre femme qui sait, tout le monde est très fatigué, je veux une bonne soupe chaude avec beaucoup. Et tout le monde est émerveillé parce que, et surtout, ça touche ce monsieur beaucoup, alors que sa femme n'a pas fait. Dans ce cas, il faut dire à l'autre, si on s'aperçoit qu'on aime 4 pattes bien fort et on est si sûr qu'on aime les pattes d'un éléphant, mais l'autre côté de lui se révèle qu'il est un hippopotame. C'est pas un éléphant. Il est tellement différent. Il n'a pas répondu les critères de beauté de ma famille du tout. Mais vous êtes déjà mariés. Il y a vraiment un couple qui a vécu 15 ans. Et au dernier moment, après 15 ans, elle a découvert qu'il a fait des choses derrière son dos d'une façon terrible, mais gentille. C'est-à-dire, il dit, je sais que tu n'aimes pas s'occuper des comptes, pourquoi ne pas laisser à mon nom? Il a changé tout à son nom, sans informer sa femme, sans avoir une vie parallèle, c'est-à-dire il est toujours fidèle à sa femme. Mais sa femme est très choquée de voir. Comment tu peux changer? J'étais directeur des arts et tu es directeur des comptes et d'un seul coup tu as changé tous sans me faire savoir.
Et ils sont allés voir beaucoup de psychiatres, et furieux, mais ils n'ont pas de problème, sauf cette attitude. Et j'ai dit, mais maintenant vous êtes mariés à... Vous avez découvert que vous êtes marié à un hippopotame. Ce n'est plus un éléphant. Il faut accepter tous ces trucs de l'hippopotame. Si on n'a pas de problème, on accepte. Et il ne faut pas faire comme ça. La prochaine fois, il faut montrer. Qu'est-ce que tu... Bon. Et finalement, ils ont accepté. Je ne sais pas combien ça dure, parce qu'elle a dit que j'ai mis éléphant, hippopotame. J'imagine qu'il est un éléphant, mais quand il s'est comporté différemment, je dis, hippopotame, je dois accepter et je dois écouter pourquoi il a fait comme ça. Et puis j'ai dit, mais il a marié un Magnolia solangiana au printemps ici. C'est comme un lotus très épanoui, très joli, comme un lotus rose. Mais ce n'est pas un lotus. Et quand vous êtes mariés, il a trouvé qu'il y a de la boue ici, il y a de la boue là-bas. C'est un lotus, ce n'est pas un magnolia. Donc, il faut accepter. Et elle a dit, bon, magnolia, lotus, hippopotame, éléphant. Chaque fois que je suis en colère, il faut accepter. Et chaque fois que tu es en colère, il faut accepter que je suis une lotus, je ne suis pas un magnolia. Et on revient à son souffle, on inspire, on expire, on se calme, on demande pourquoi tu fais cela. Et il a expliqué, bon, parce que bon, il y a profondément, sincèrement. Et l'autre, on peut faire comme ça. Et on peut marier à quelqu'un qui est un éléphant, d'après nous, mais on a découvert qu'il est un hippopotame. Tant pis. On l'accepte, on l'écoute, pourquoi il s'est comporté comme ça. Et on essaie de comprendre, et on essaie d'accepter. Ça dure déjà 15 ans. Et le couple, cette dame qui a trouvé le numéro 7, 8, 10, que son mari n'en a pas dans sa tête, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40. Le malheur, c'est ça. On marie à quelqu'un, on est tombé amoureux de 7 points seulement. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Mais on a cru qu'il a tous les 200 qualités qu'on a eues. Et quand on a vécu ensemble, on a vu qu'il n'a pas ça, elle n'a pas ça. Il faut ne pas montrer votre visage vilain. Revenir à votre souffle, faire une marche méditative pour vous calmer. Et quand vous êtes plus calme, vous faites une méditation assise pour être plus fraîche, plus solide en vous. Et en toute tranquillité, vous regardez, bon, il a cette qualité-là, cette qualité-là. Pas à mes goûts, mais quand même formidable, etc. Et l'autre qualité, il n'en a pas. Bon, on peut solliciter gentiment. Le Doliprane, c'est pas mal. Mais si tu fais un soupe de riz, c'est mieux. Soupe de riz plus Doliprane, 2 fois. Aller à la plage pour passer les vacances, d'accord. Mais quand même, quelques jours au village des Pruniers, c'est pas mal. Donc, on accepte un petit peu un compromis. Et avant de venir au village des Pruniers, il faut informer les sœurs. Mon mari n'aime pas les trucs religieux, mais il aime beaucoup le nem vietnamien. Et si nous sommes venus dans la semaine où nous avons vécu, il ne faut pas oublier d'avoir un nem. Et elle énumère quelques plats que son mari aime, alors elle sera contente. Donc, préparer de telle sorte que finalement, il y a 3 seaux, c'est ma découverte. Les 3 seaux, c'est-à-dire de tampons pour prouver qu'on est bien bouddhiste. Dans le bouddhisme, on a 3 seaux, l'impermanence, le non-soi et le nirvana. L'impermanence, le non-soi et le nirvana. Si les enseignements qui n'ont pas tenir
les caractéristiques de l'impermanence, ce n'est pas l'enseignement du bouddhisme. Si on a dit qu'il y a un Dieu éternel qui ne change pas, qui est toujours comme ça, ce n'est pas le bouddhisme. Le bouddhisme, d'après nos pratiques, on voit que le Bouddha, le premier jour de son éveil, il est formidable. Mais cet éveil ne reste pas immobile. Avec le temps, les enseignements, des enseignements des co-conditions arising, ces conditions interdépendantes, il a enseigné de plus en plus profond. Les enseignements les plus, à l'âge où le Bouddha a 70, 80 ans, est très profond et différent, mais dans la même direction, mais plus profond que les enseignements des premières années. Donc l'impermanence. Et votre amour est aussi impermanent. Et ne dites pas que, oh, la vie est impermanente, il m'a aimé, maintenant il ne m'aime plus. Non. Cet amour peut grandir grâce à l'impermanence. L'amour, le monsieur et la dame que vous êtes mariés, votre amour avec lui, avec elle est comme ça. Mais avec le temps, si vous arrosez bien, ça grand, on dit, comme un baobab. Il y a des couples qui ont vécu 30 ans, 35, 45 ans comme un baobab. Et si l'un est mort, l'autre est presque mort. La moitié de lui est partie. Et il doit faire beaucoup d'efforts pour surmonter cela. Donc,